Cette pandémie, ce premier semestre 2020, il va marquer un tournant dans l'histoire, en particulier du tourisme. Bonjour Franck, comment tu vas? Bonjour Vangelis. Écoute, ça va bien à titre personnel. Je crois que c'est l'essentiel dans cette période-là. Après, on est dans une période inconnue que personne n'avait prévue, voilà, on est heureux de voir de la lumière au bout du tunnel et de pouvoir se projeter un petit peu plus, effectivement. Ouais, c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu à un contexte qui est assez inédit. Justement, on a publié, une collaboration entre Hospitality On, et MKG, une analyse sur, le poids des groupes hôteliers en fonction de leur EBITDA, de leur valeur d'entreprise, parce que évidemment, il y a le nombre de chambres qui est un élément important, mais il y a également la surface et la puissance financière, et je pense que c'est important pour tout groupe, industriel, et on parle de l'industrie, du tourisme, de notre secteur. En quoi, tu pourrais, enfin, en tout cas, comment tu pourrais décrire le rôle un peu structurant, qu'a Accor vis-à-vis de ce secteur? Le leadership d'Accor, on l'a exercé sur 2 sujets clés et 2 sujets clés sur lesquels on ne s'est pas contenté de dire: «Voilà, c'est Accor qui fait ça, mais c'est Accor en lien avec d'autres ou bien, pour d'autres». Le premier cas, c'est toutes les actions de solidarité, d'utilité pour, aider tous ceux qui étaient vraiment sur la première ligne pendant ce combat contre le coronavirus. Donc c'est d'abord les personnels soignants, pour pouvoir les loger dans des hôtels plutôt qu'ils aient à revenir chez eux à des kilomètres et avec un risque de contamination. Toujours sur ce premier volet, c'est le fait de loger des personnes fragiles, personnes sans abri, mais aussi des femmes violentées, par exemple, ou bien des populations qui avaient besoin d'être logées parce qu'elles continuaient à travailler. Quand on pense au secteur de l'énergie, du BTP, et donc évidemment, il y avait besoin d'hôtels pour ces gens-là. Donc le premier volet, c'est vraiment solidarité, utilité pendant la crise et puis progressivement, on voit pour aussi en sortir, pour proposer nos hôtels, quelques hôtels dédiés pour le déconfinement et donc le fait de loger des patients porteurs Covid plus, ce qu'on appelle asymptomatiques, donc qui ont le symptôme, le virus, mais qui n'ont pas besoin de rester à l'hôpital et qui par contre doivent éviter de revenir chez eux. Donc là-dessus, on le voit, Accor a joué son rôle. Si je dois donner un exemple, c'est qu'on a une charte d'accueil des populations sans abri, communément appelée SDF, sans domicile fixe. Et ben, la charte d'accueil qu'on avait nous côté Accor, on était ravis de la partager avec toute la profession. On ne va pas réinventer et donc, on l'a adapté pour qu'elle puisse s'appliquer à toute la profession. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est sur vraiment la sortie du confinement, la reprise progressive du business, d'abord des hôtels et ensuite des cafés et restaurants. Donc, il faut rappeler ici que les hôtels ne sont pas administrativement fermés. Donc, il ne faut pas faire un paquet hôtel, café, restaurant. Cafés et restaurants sont administrativement fermés. Les hôtels ne sont pas administrativement fermés. Mais s'ils sont pour la plupart fermés de fait, c'est que comme on ne peut pas se déplacer et qu'il y a un confinement, bah, il y a évidemment pas de demande dans les hôtels. Mais donc là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, et encore, on l'a pas fait, voilà, on l'a pas du tout fait dans un rôle de gloriole, de tirer la couverture, et donc voilà, on n'en tire aucun bénéfice, sinon que de dire on a joué notre rôle de leader, de tirer la profession de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, donc toute cette branche pour écrire un protocole commun, un engagement, une charte sanitaire qui dit voilà dans quelles conditions, chers clients, chers employés, messieurs les ministres, commissaires au déconfinement, monsieur le président de la République, tout le monde, voilà dans quelles conditions ce secteur-là est prêt à rebondir et à réouvrir. Pas comme avant, parce qu'évidemment, il y a le port du masque obligatoire et de la charlotte dans les cuisines pour tous les employés de cuisine, les préparateurs en cuisine. Évidemment, on sert au restaurant avec des gants, on accueille dans nos hôtels avec un masque. Et ça va pas durer ad vitam aeternam, parce que ça va être revu au fur et à mesure de la doctrine sanitaire de chacun des gouvernements, et donc ça va être adapté à chacun des pays. Mais là encore, on s'est dit plutôt que tout le monde aille proposer son mode opérationnel pour sa branche, ses marques, son secteur, et donc tu multiplies autant d'acteurs qu'il y a d'interlocuteurs à qui on s'adresse,
de ministres, institutions. Donc ça, c'est un bazar et on s'est dit: «Ça, c'est pas possible» et donc on a pris la main pour dire: «Comment est-ce qu'on peut se réunir?» Et là-dessus, franchement, je pense qu'on pourra écrire, alors pas un livre, mais un petit feuillet. Les premières, meilleures feuilles seront pour Hospitality On, mais qui est comment en 48 heures ou 72 heures, on a réussi avec tous les indépendants, représentants des chaînes, que ce soit hôtel ou bar-restaurant, à s'aligner et à se dire: «Franchement, sortons un même protocole». Tout le monde, il y a pas eu de fausses notes, tout le monde a été à l'unisson et on l'a réussi. C'est, je pense, peut-être la première fois qu'on arrive à s'entendre comme ça en aussi peu de temps et ça doit nous donner des idées pour la suite, c'est sûr, sur d'autres sujets qui vont venir devant nous et donc c'est un protocole sur lequel, on est tous OK, on l'a présenté et donc on dit: «Voilà dans quelles conditions, à partir du 11 mai, on va réouvrir nos établissements» et on va inclure dedans aussi, des établissements comme, les établissements de spa, de thalassa, qui doivent aussi être englobés et qui sont importants pour nous. Tout à fait. Alors, tu vois, souvent on dit qu'on est un village gaulois et qu'on est plutôt dans la discorde que dans la concorde. Au moins, là, c'était un bon exemple de montrer qu'on a pu être efficace sur ce sujet-là. Alors, on a vu il y a quelques semaines, Sébastien Bazin avait fait une sortie en disant que Accor avait aussi une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs. Il y a eu un fonds spécifique qui a été fait pour soutenir les collaborateurs dans le monde entier. Alors, on va pas y revenir parce que je pense que ça a été pas mal commenté, mais du coup, quelles sont les relations avec vos autres partenaires? Donc pas forcément vos collaborateurs directs, mais on parle des investisseurs, peut-être des fournisseurs, les franchisés. Comment ça se passe dans cette période de crise avec vos partenaires traditionnels? Mmh. Alors, comme, tout le temps, c'est, aux principaux intéressés qu'il faut, demander. Donc c'est voilà, aux partenaires, aux propriétaires qu'il faut poser cette question parce que moi j'ai mon avis que je vais te donner, mais c'est évidemment à eux de le donner en priorité. Mais donc mon avis est assez clair et je crois qu'il est partagé, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proches, aussi soudés, aussi unis parce que ces moments de crise aident aussi à ça, au rapprochement, à l'union plutôt qu'à la division, qu'on n'a jamais nous été aussi, peut-être à l'écoute, sensible à ce que nos propriétaires hôteliers nous ont dit et le groupe Accor, sans ses, quasiment 400 partenaires franchisés en France, il n'est rien. Il n'est rien et donc c'est autant de cas individuels, qu'il faut considérer, qu'il faut valoriser, qu'il faut protéger, qu'il faut soutenir et c'est ce qu'on a fait nous, avec l'avantage de notre non-accord, dans nos discussions avec le gouvernement, en se faisant le porte-parole de tous nos partenaires. Mais donc je crois que les relations, elles sont très, très bonnes. Il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a du respect aussi réciproque, il y a de la confiance. Donc je crois que tous les ingrédients sont là et donc c'est tant mieux parce que si c'était pas le cas, ce serait compliqué dans cette période-là et ça veut pas dire qu'on est béni oui-oui, hein, et qu'on s'appelle pas pour se dire: «Tiens, là, il y a tel point, pourquoi il y a ça? Je comprends pas». Mais à chaque fois, ça a été, le fait de verbaliser, de se dire les choses pour mieux se rapprocher et donc c'est vraiment dans cette relation-là de confiance qu'on est. On est ravis et c'est de très, très bon augure, tant mieux. Alors, effectivement, tant mieux parce que, évidemment, vous allez devoir ensemble construire le monde de demain ou ce que sera notre secteur. Est-ce que tu peux partager avec nous à date, hein, parce que c'est vrai qu'on est plus dans pas mal d'incertitudes, mais à date, quelles sont un petit peu tes premières réflexions sur quelles vont être les grandes tendances de demain? Ouais. Moi, je pense que cette, pandémie et donc ce 1er semestre 2020, il va marquer un tournant dans l'histoire, en particulier du tourisme, dans plein d'autres secteurs, mais dans l'histoire du tourisme. Parce que tout le monde sentait quand même qu'on était en train de vivre sans doute les dernières, heures, semaines, mois, d'un mode de consommation qui était allé trop loin dans le fait que tout était possible et qu'il y avait pas de limite et on sentait sans doute qu'à un moment donné, l'élastique à force de tirer dessus allait, devoir craquer et donc, concentrer autant de population pendant une même période, sur un même endroit, venant d'aussi loin, on se dit que sans doute on se disait que sans doute ça, c'était pas durable et on se dit aujourd'hui qu'effectivement, non seulement c'est pas durable, mais c'est pas responsable, c'est pas le tourisme responsable tel qu'on le veut pour les années à venir et le tourisme, il va être beaucoup plus responsable, c'est-à-dire qu'en fait, il va, s'assurer de la bonne,
cohésion, communion, du bon respect entre des visiteurs et des locaux, ça pourra plus se faire en opposition et c'est pas normal, je juge pas, mais c'est pas normal qu'on ait des maires de grandes villes comme Barcelone, Amsterdam, Dubrovnik, Paris même, qui, voient, le tourisme et qui parlent du tourisme dans des termes pas forcément négatifs, mais comme ça a trop duré, ça a trop duré. Ça veut dire qu'on est allé trop loin et donc il faut que ce tourisme il soit beaucoup plus respectable, beaucoup plus authentique, beaucoup plus local. Et donc, il faut que nos hôtels, par exemple, soient des lieux où on fait venir les locaux, les habitants locaux pour qu'ils puissent profiter de l'hôtel eux-mêmes, qu'ils puissent aussi y rencontrer des visiteurs, des touristes, et qu'il n'y ait pas cette espèce d'anonymat où, en fait, où qu'on soit, on va dans un hôtel, mais on n'a pas eu ce contact avec la population locale. On est allé consommer vite fait le musée, la photo, le monument mais en fait, on n'a pas eu ce contact avec la population. Donc quelque chose qui soit beaucoup plus, ouais, on appelle ça en authenticité, en crédibilité, pour vraiment découvrir et donc peut-être que ce seront des séjours plus longs, moins lointains, moins nombreux, mais il faudra en passer par là. C'est une conviction. Je suis très à l'aise avec ça parce qu'on est en train de dire comment est-ce que notre secteur il va s'inscrire dans la durée. On a vraiment cette préoccupation-là. Et donc après, ça incite et ça force forcément à revoir aussi tout ce qu'on proposait. Donc est-ce que les marques, elles sont cohérentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles sont? Est-ce que les marques, sont cohérentes entre les messages donnés aux clients et la façon dont elles managent et elles entretiennent la relation avec leurs employés? Est-ce qu'elles donnent aux employés toutes les chances de formation, de développement, d'aller les recruter dans des endroits qui sont un peu, atypiques? Hem, Est-ce que, il y a un dialogue qui est un vrai dialogue constructif avec le client? Ou est-ce que, en fait, on se fiche, une fois qu'on a fait notre petite communication grand public, derrière, ce qu'on peut dire aux clients dans les mails, dans toute interaction, sur les réseaux sociaux, dans les call centers, en fait, c'est très, très différent de ce qu'on prétend. Est-ce que, nos produits, ça peut être le food and beverage, ça peut être le sourcing, de chacun de nos matériaux, de nos équipements, est-ce qu'on est, dans la sous-traitance aussi, maintenance, nettoyage, propreté, sécurité? Est-ce qu'on est un acteur qui fédère un écosystème qui est responsable de A à Z? Moi, je suis convaincu que c'est ce que vont venir chercher de plus en plus les clients, mais aussi les employés quand ils vont choisir leur marque, leur, employeur et donc on va pouvoir distinguer des gens qui sont pour de vrai authentiques et qui vont le montrer, devoir apporter des preuves de ça et d'autres qui vont être un peu plus, surfacique, artificiel, bullshitter, on pourrait dire aujourd'hui et je pense que dans les, bénéfices de cette crise, il va y avoir un tri entre le bon grain et le mauvais grain et ça, j'en suis persuadé, ouais. Souvent, on parlait à une époque de restauration sincère. On va peut-être avoir une hospitality sincère, une hospitalité sincère, celle qui parle à l'âme. L'âme sait reconnaître la sincérité, c'est quelque chose de subtil et de pas perceptible, mais bon, en tout cas, elle a la qualité de pouvoir le faire presque inconsciemment. Souvent, on compare la crise actuelle à 45. Alors on voit un petit peu les politiques qui prennent la parole là-dessus en termes de choc économique. Si on regarde quelque chose d'un peu plus proche de chez nous, on peut penser 91, 93. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'émergence, notamment des concepts standardisés de chaînes hôtelières, notamment sur l'économique. Ça doit te parler. Tu en as quelques-uns encore chez toi, et notamment en Europe. Est-ce que ce moment, c'est pas le moment de réinventer ou d'adapter nos concepts? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités pour lancer des nouvelles choses? Ouais, il y a forcément des opportunités pour lancer, plein de choses autour de cette, âme et du fait de vraiment mettre en avant cette âme, ces rencontres, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on crée, c'est des rencontres, des découvertes et le fait que les gens, les clients ressortent de chez nous avec au moins 2 choses, le sourire et en ayant appris quelque chose. Il faut qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils découvrent quelque chose. C'est pas dans la répétition. Donc en ça, je pense que les marques vont pouvoir évoluer. Il y en a certaines qu'on a créées récemment, des marques lifestyle notamment, et donc on a tout de suite en tête du Mama Shelter, du Tribe, du Grit, qui est autour de la rencontre, de l'authenticité. Mais même pour nos marques qui sont nos marques cœur, je pense que ces marques-là, elles vont conserver une empreinte à un moment donné, un message, une consistance
global, worldwide, OK, mais vraiment leur ancrage local, de dire: «Qu'est-ce qu'on fait pour la localité?» C'est le cas d'un Ibis qui dit: Ibis est ouvert, mais à qui? À quoi? Il est ouvert aux talents qui, autour de l'hôtel, ont envie de venir chanter dans l'hôtel, ont envie de venir, donner des cours dans un hôtel et il est ouvert aux talents internes à l'hôtel, qui peuvent délivrer leur passion. Il est ouvert aussi à ce que des clients qui viennent dans l'hôtel expriment, et auprès de tout le monde, leur passion dans un mode comme on voit aujourd'hui, hein, qui plaît beaucoup, qui est un mode très improvisé. On pardonne, la période là aura montré qu'on pardonne des choses un peu plus artisanales, moins léchées peut-être, mais au travers d'improvisation sur: «Tiens, j'ai cette idée-là, je la prends et donc ce soir à 18 heures dans l'hôtel, voilà ce que propose tel client parce que j'ai su qu'il avait cette passion, qu'il venait pour l'exercer et là où il donne demain un concert dans cette ville et ben pourquoi est-ce qu'il donnerait pas ce soir pour les habitants les clients de l'hôtel un même concert un peu privé et donc ça s'applique à tout et donc on va avoir beaucoup plus, je pense, de naturel, d'expression naturelle de l'âme, des âmes pour qu'elles se rencontrent et ça se fait au travers vraiment des personnalités, des individualités et localement. Ça peut pas être un grand programme comme ça worldwide qui y répond. Donc je pense qu'on a une belle occasion de réinventer tout ce qui est autour du co. Voilà, on a eu le coworking, le co-living, bah, c'est ça, c'est cette vie autour du partage et donc il va falloir qu'on l'invente, qu'on la pousse en prenant quelques précautions de distanciation parce qu'on sait qu'on va avoir le cas au moins pendant des années. Donc comment est-ce que tout ça, on arrive à le marier, ensemble? Mais c'est une belle perspective qui s'ouvre, ouais. En tout cas, je sais qu'on a beaucoup utilisé le terme de distanciation, sociale. Je pense qu'en élément de langage ou en sémantique, il est très, pénalisant pour justement ce qu'on essaye de mettre en avant. J'aimerais bien que la profession se fédère sur un terme qui soit plus la Ouais. distanciation physique. Distanciation physique n'obère en rien la distanciation, enfin le lien et le rapprochement social. Donc effectivement, il faut parler uniquement de et même je trouve pas ça très joli, distanciation physique. Donc c'est, nouvelles règles, voilà, nouvelles règles. C'est les nouvelles règles du bien vivre ensemble qu'on va créer, où le social va avoir tout son rôle, mais on fera un peu différemment et on peut faire plein de choses en étant d'abord à 1 mètre de distance et puis progressivement avec des vaccins, avec des protections, tout ça va se lever évidemment. Mais si tu en es d'accord, on bannit aujourd'hui ce terme de distanciation sociale évidemment et même ce terme de distanciation physique, d'accord? Ouais, moi ça me va bien tant qu'on revient sur l'humain et je pense que c'est le cœur de notre métier. Tu sais, au fil des entretiens qu'on fait, pendant cette période avec tous les hôteliers et les acteurs du secteur, je peux que, observer que tout le monde reste quand même positif. La situation est difficile, on est un des secteurs les plus touchés et ça fait, chaud au cœur de voir, comment tout le monde, se fédère pour faire battre, la passion et le cœur de ce métier et en tout cas, vous êtes tous des magnifiques exemples de tout ça. Je félicite, vraiment. Non, mais je pense que c'est ça, c'est l'âme qui s'exprime, c'est-à-dire que c'est la générosité, c'est, la volonté de donner, de s'exprimer pour que l'autre se porte mieux. Effectivement, je connais peu de secteurs qui fassent, à peu près 10 de leur business, en ce moment, c'est ça dont on parle, hein, et qui s'expriment encore avec autant d'enthousiasme, de générosité, d'allant et donc tant mieux, ça montre que, la machine, l'homme a pas été cassé par cette crise et donc il ressortira de plus belle, j'en suis convaincu. Merci beaucoup Franck pour avoir, partagé un peu ton point de vue, dans ce contexte et puis, bon courage pour la suite et espérons qu'on sera vite dans des bons, indicateurs pour le secteur. Merci à toi. Merci à toi, Vangelis. Merci à tous. Au revoir.